Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La disparition vendredi dernier de l'attaché commercial de l'ambassade dominicaine en Haïti fait les gros titres de la presse. Les autorités de la République voisine exigent sa libération immédiate, mais plusieurs sources indiquent qu'il aurait été kidnappé. La terreur semée par les groupes armés tôt ce lundi en plaine et dans les zones avoisinantes a imposé un véritable calvaire aux ouvriers qui voulaient se rendre au travail. Nombreux sont ceux qui ont dû rebrousser chemin face aux tirs nourris des bandits. Des affrontements ont à nouveau eu lieu ce matin à Drouillard, quartier limitrophe de Cité-Soleil. La route 9 a été bloquée. Les quartiers barricadés la semaine dernière n'ont pas été dégagés. Tout passage est impossible à Carrefour-Chada, Croix-des-Missions, Butte-Boyer et Bon-Repos. En République dominicaine, l'enlèvement vendredi dernier de l'attaché commercial de l'ambassade dominicaine en Haïti alors qu'il regagnait son pays fait les gros titres de la presse. Les autorités de la République voisine réclament la libération immédiate de Carlos Guillén Tatis et l'ouverture d'une enquête. Le journal Le Nouvelliste a célébré son 124e anniversaire dimanche. Max Chauvet, président-directeur général et du doyen de la presse haïtienne, rappelle que pour survivre si longtemps dans un environnement économique et politique si tourmenté, le journal a dû suivre une ligne et faire preuve de professionnalisme. Il a ajouté qu'il prévoit une transition progressive vers la presse en ligne, car il observe depuis des années une réduction des tirages de la presse papier. L'évolution lui paraît inéluctable. Tous les partis politiques sont illégaux selon Mathias Pierre. L'ancien ministre délégué chargé des questions électorales affirme qu'aucune des 286 structures politiques existantes dans le pays ne remplit les dispositions prévues par la loi. Pas un parti n'a le nombre d'adhérents et de cadres prévus par la loi. Il ne s'agit guère, selon lui, que d'organisations créées pour négocier l'obtention de postes. Si la formation de vrais leaders par des structures politiques légales paraît la condition sine qua non d'un renouveau, selon M. Pierre, une entente entre les élites politiques et économiques pour déterminer la route à prendre lui paraît aussi indispensable. Je cite, « Dans tous les cas de figure, il faudra un médiateur pour obtenir cette entente. Cela ne peut être ni l'ONU ni les États-Unis. Seul un pays africain passé par les mêmes crises qu'Haïti pourrait assurer ce travail. » Fin de citation. Et c'est la responsabilité des élites politiques et économiques en dedans ça qu'a fait là. Parce que la société n'est pas capable de prendre une route de croissance économique et de développement sans que pas gagner un accord en entente entre les élites. Et bien dit, très souvent, ils disent que les politiques, non. Les hommes, les femmes du système économique sont aussi responsables. Parce que en bas, il y a aidé, financé, encouragé les politiques qui ont fait ça qu'a fait. Donc, nous devons prendre conscience que nous devons chita ensemble, nous devons chita à son table pour nous mener à aller de l'avant. Maintenant, quel est le contenu de la transition? Et je pense que c'est un gros élément. Transition, ça, en général, il doit passer par, je me dit tout à l'heure, le principe de la compétition. Compétition politique, compétition économique. Pour nous arriver à un État qui a un monopole de la violence et pour nous arriver à un État de droit. Deuxième élément, c'est ça nous rappelle le développement économique qu'on doit enregistrer
qui permettent que le pays a avancé de l'avant. Mais il faut le faire dans l'inclusion. Ça veut dire que ce n'est pas un bagage pour un petit groupe, c'est un bagage que tout le monde sentit là-dedans. Ensuite, vous gagnez un troisième groupe d'institutions qu'on besoin, c'est les partis politiques. Il faut formaliser, il faut qu'il y ait des plateformes programmatiques pour préparer les leaders, gens qui pour diriger le pays, qui prennent directive pays. Je vous dis, nous n'avons pas de partis politiques. Nous avons des petites organisations qui sont là pour acheter la sous-table, pour négocier pouvoir, pour négocier poste. Vous avez dit que pendant tes ministres, il y a plus de 286 dans la liste. 286. Okay? Même toujours, je voulais rappeler pour tout le monde qu'en Haïti, tous les partis politiques sont illégaux selon la loi sur les partis politiques qui est en vigueur jusqu'à présent. Tout parti politique est illégal. Tout parti politique est illégal. Parce que pas gagnant, mettre parti politique responsable de mettre la loi. Et après ça, exigence loi à faire pour un parti politique, pas gain aucun parti politique en Haïti qui respecte et exigence loi. Donc, dernier élément dans la loi, c'est publication dans le moniteur, pas un parti politique qui a un moniteur dans le mail qui publie, qui dit mais pour qui ça existe. Parce que condition pour que il y ait un moniteur à publier, pas jamais aucun parti politique qui vérifie. Au cas où on idée de ça? Et premier élément, c'est que le parti politique a faut qu'il ait une autorisation pour les former, c'est 20 personnes. Ensuite, 20 personnes ça va former parti politique, il faut qu'il aille à travers le pays pour ça, former. On parle de nouvelles dispositions La loi sur les qui partis te politiques. prend son matériel. Il y a une loi votée par le Parlement et publiée par le président de la République. Et comment fait partie ça habilité à participer dans l'élection? Parce que toujours il y a des petits coups à côté, des petits coups qui donc fait. Par exemple, deuxième élément dans la loi, un parti politique, selon la loi sur le parti politique, pour exister comme parti politique, il a besoin pour pipiti, suivant le statut que soumet à l'État, en moyenne, si son parti régional, 600 dirigeants, si son parti national, à peu près 5000 dirigeants. On va parler de comité départemental, et comité communal, comité section communale, comité national et pour parti politique. Je vous dis, j'ai un État haïtien, nous pas qu'à gagner un accord entre les élites politiques et économiques si pas gagner une médiation. Et je pense que médiation, ça, c'est un élément fondamental qui peut permettre nous d'arriver à accord ça. Et médiation, ça ne pas le cas ni par les États-Unis d'Amérique qui ne sont pas fiers dans la société, ni par l'ONU non plus, mais ils sont capables par les acteurs africains, des pays d'Afrique qui vivent de ça, vivre là, je veux dire, qui peuvent permettre que l'élite chita ensemble, qui peut permettre de nous arriver à stabilité pour le développement d'Haïti. Maître Osner-Févry a réagi à la déclaration de Mathias Pierre, laissant croire que tous les partis politiques sont illégaux. Lors d'une interview accordée à Radio Métropole ce lundi, l'homme de loi a estimé que l'ancien ministre chargé des questions électorales a tout à fait raison si l'on tient compte de l'ordre juridique, constitutionnel et légal actuel. Mais par contre, d'un point de vue matériel, même si des autorités n'ont aucune légitimité constitutionnelle et légale, le pays est obligé de les accepter comme tels et de ce fait, les partis politiques ne sont pas illégaux selon l'analyse de Maître Févry. L'organisme de défense et de promotion des droits humains croit qu'il est opportun et urgent que le parquet de Port-au-Prince diligente une enquête afin de fixer les responsabilités dans le cadre de l'agression violente subie samedi par le porte-parole du SDP, Maître André Michel. Au regard des témoignages de la victime, le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, appelle à évaluer la scène de l'incident. Pour le défenseur des droits humains, il est d'une simple formalité de remonter et évaluer le cadre où se déroulait l'attaque. Les agents de sécurité proposés et des témoins présents sur les lieux devront s'expliquer sur les faits. Il revient à la police judiciaire, au parquet de Port-au-Prince, de diligenter une enquête. C'est inacceptable, déplore Pierre Espérance.
De tels agissements condamnables fragilisent la liberté d'expression et les conquêtes démocratiques. Pierre Espérance souligne que le régime PHTK que dénonçait André Michel a précipité le pays vers l'abîme, au moins 10 années de descente aux enfers, de délabrement des institutions avec à la clé un banditisme généralisé et un niveau de criminalité sans précédent. Il rappelle que l'avocat, pourfendeur des têtes calées, a certes endossé l'accord du 11 septembre, mais a toujours été un farouche adversaire du régime de Joseph Martelly et de son poulain Jovenel Moïse. Comme piqûre de rappel, le numéro 1 du RNDDH évoque le rapport du parquet enjoignant à la direction centrale de la police judiciaire à enquêter sur les menaces de mort qui planaient sur la vie de 3 dirigeants du SDP, Nen El-Kassi, André et Marjorie Michel. La plaine du cul-de-sac s'est réveillée sous le feu des groupes armés qui font désormais la pluie et le beau temps dans cette zone. Des maisons incendiées, des mères obligées de fuir avec leurs bébés dans les bras, des rafales qui résonnent un peu partout. La plaine s'est transformée en un champ de bataille entre 2 adversaires bien décidés à en découdre. Des quartiers comme Drouillard, Raquette, Butte-Boyer, Croix-des-Missions, entre autres, sont sous le contrôle des bandes armées qui passent à l'action dès qu'ils le veulent. Comme c'est déjà le cas à l'entrée sud, l'entrée nord de la capitale est désormais bloquée. Les établissements scolaires ne fonctionnent pas, les institutions étatiques sont fermées, bref, même les sous-commissariats sont vides. Une situation qui ne cesse d'empirer sans que les agents de la PNH semblent pouvoir y changer quoi que ce soit. La plaine du cul-de-sac s'est réveillée sous le feu des groupes armés qui font désormais la pluie et le beau temps dans cette zone. Des maisons incendiées, des mères obligées de fuir avec leurs bébés dans les bras, des rafales qui résonnent un peu partout, la plaine s'est transformée en un véritable champ de bataille entre 2 adversaires bien décidés à en découdre. Des quartiers comme Drouillard, Raquette, Butte-Boyer, Croix-des-Missions, entre autres, sont sous le contrôle des bandes armées qui passent à l'action en temps voulu. Comme c'est déjà le cas au sud, l'entrée nord de la capitale est bloquée. Les établissements scolaires ne fonctionnent pas, les institutions étatiques sont fermées, bref, même les sous-commissariats sont vides. Une situation qui ne cesse d'empirer sans que les agents de la PNH semblent pouvoir y changer quoi que ce soit. Depuis le dimanche 24 avril, se rappelle-t-on, les résidents de plusieurs quartiers sont pris en otage par des groupes armés qui font parler la poudre. Dans un premier bilan provisoire publié mercredi, la direction de la protection civile a fait état d'une 20aine de personnes tuées dans les rangs de la population civile et d'une dizaine de maisons incendiées. 76 familles au total, ce qui représente 260 personnes déplacées. Jusqu'au vendredi 29 avril, aucune organisation de défense des droits humains ne pouvait entrer dans les quartiers théâtres d'affrontements entre gangs. Certains habitants expliquent, sous couvert de l'anonymat, que des bandits ont brûlé les corps des victimes, d'autres sont jetés dans des latrines. Plus de 6 jours après le début des affrontements, le gouvernement reste silencieux. Alors que les plus vulnérables craignent pour leur sécurité, de notre côté, des personnalités officielles renforcent la leur. Les agents affectés à leur protection feront sans doute défaut ailleurs. La situation aux entrées nord et sud de la capitale semble bien le cadet de leurs soucis. Le vendredi 29 avril, le Premier ministre Ariel Henry, lors du lancement de la célébration de la fête du travail, a évoqué la sécurité comme étant la priorité de son administration. Par contre, dans son intervention, le chef du gouvernement n'a mentionné à aucun moment la situation tragique qui prévaut dans la plaine du cul-de-sac. Pas même un tweet pour annoncer des mesures, comme si les zones touchées ne faisaient pas partie d'Haïti. Entre-temps, les familles sont aux abois, chacun propose des pistes de solutions dans les médias, mais dans les faits, nul ne veut passer à l'action. Combien de morts faudra-t-il encore pour que les autorités prennent conscience de la gravité de la situation ?
Dans quasiment chaque quartier, il y a un gang et la paix règne en apparence, c'est parce que c'est dans l'intérêt de ce dernier. La PNH est absente, le gouvernement est plongé dans un sommeil, les bandits tuent, les organisations de défense des droits humains observent. En somme, la tendance laisse croire que dès que sa zone ou sa famille n'est pas ciblée, personne ne se sent réellement concerné. Alors que l'insécurité est comme une roue, elle tourne. Dans un premier bilan provisoire publié mercredi, la direction de la protection civile fait état d'une vingtaine de personnes tuées dans les rangs de la population, d'une dizaine de maisons incendiées, 76 familles, ce qui représente 260 personnes, ont été obligées de se déplacer. L'UNESCO, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en partenariat avec le barreau de Port-au-Prince, ont organisé ce lundi une simulation de procès sur la sécurité des journalistes à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Maître Nathalie Wakam-Cyprien, avocate au barreau de Port-au-Prince et membre du Conseil de l'Ordre, explique que l'objectif principal est de sensibiliser les autorités judiciaires pour qu'elles avancent les dossiers déjà en instance concernant les journalistes victimes d'actes de violence. L'objectif de cette journée, c'est de provoquer la réflexion, apporter un apaisement et donner une note d'espoir à toute la population haïtienne et par la simulation d'un procès fictif relatif à l'assassinat des journalistes. Comme vous l'avez remarqué, depuis le début de l'année 2022, nous avons déjà 3 journalistes assassinés et l'UNESCO et le Haut Commissariat des droits de l'homme ont décidé de voir à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, de proposer comme activité un procès simulé et fictif pour éviter les susceptibilités. Ils avaient d'ailleurs demandé de faire le procès d'un réel cas d'assassinat, mais conscient du fait qu'on ne peut pas juger par anticipation une affaire qui doit être dorénavant soumise à un tribunal, nous avons préféré au barreau de Port-au-Prince prendre la voie de la fiction. Par ce procès fictif, nous essayons non seulement de donner une proposition de résolution de ce genre de conflit par les tribunaux. Nous mettons en cause en scène des magistrats professionnels qui partagent avec nous, avocats, pour la plupart et acteurs du système judiciaire. Aujourd'hui, nous sommes côte à côte pour pouvoir parler le même langage. Celui de dire, nous sommes dans une république, le pays a des règles et des lois, nous devons déjà nous astreindre à respecter les lois. Deuxièmement, aucune personne dans une société ne devrait voir sa vie retirée parce qu'elle a donné une opinion. Les journalistes sont les garants d'une démocratie fonctionnelle. Parce que le droit à l'information, le droit à la formation, qui fait aussi partie inductive du métier des journalistes, sont des droits garantis et la société a besoin d'avoir certaines réponses à certaines questions. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.